Morning Business, le débat. Et à 7h12, le 1er novembre, je peux vous dire qu'il va y avoir du débat entre Jean-Marc Daniel et Nicolas Dos. Parce qu'on s'interroge sur la guerre de l'électrique. Les Américains qui subventionnent à mort leur industrie automobile électrique, à tel point que certains industriels en Europe commencent à renoncer à des projets de gigafactory. C'est le cas en Allemagne, par exemple, avec Northvolt, qui annonce que peut-être qu'il va finalement aller plutôt aux États-Unis parce que ça va lui faire économiser 30 à 40% d'investissement. C'est pas rien. On a vu la présidente tchèque de l'Union européenne qui s'est émue de ces subventions américaines. Nicolas Dos, est-ce que la guerre de l'électrique est lancée entre les deux continents ? Très clairement, et donc il y a eu un coup de gueule même du ministre tchèque de l'Industrie au moment où à Prague, puisque la République tchèque préside actuellement l'Union européenne, était présente l'ambassadrice américaine au commerce qui s'appelle Catherine Tai, que je la connaissais pas. Il dit c'est inacceptable. Et effectivement, l'été dernier est votée une loi anti-inflation aux États-Unis qui prévoit qu'il y aura un paquet d'aides jusqu'à plus de $12 000 pour acheter une voiture électrique, mais il y a une partie de cette aide qui sera versée uniquement pour l'achat d'une voiture électrique produite sur le sol des États-Unis par des ouvriers syndiqués, avec une batterie produite sur le sol américain ou une batterie qui inclut des composants venant de pays partenaires. Vous vous rendez compte si on faisait ça en Europe ? La Chine, clairement, n'est pas un pays partenaire. Il est évident, si vous voulez, que ces points de détail, parce que c'est ça qui compte, vous excluez à peu près tous les constructeurs européens. Pourquoi ? Parce que les constructeurs européens, pour ceux qui ont une usine sur le sol américain, c'est pas le cas de tous. Hyundai, par exemple, deuxième voiture électrique la plus vendue sur le sol américain, 0 usine. Du jour au lendemain, Hyundai exit. Et alors la plupart des constructeurs européens sont dans les États du Sud, des États conservateurs comme la Virginie, comme l'Alabama, qui sont des États conservateurs hostiles aux syndicats. Il n'y a pas d'ouvriers syndiqués. On les trouve dans le Michigan, les ouvriers syndiqués, les bons fiefs de Ford et de General Motors. Donc, évidemment, on exclut les constructeurs européens. Il y a donc tous les constructeurs qui n'ont pas forcément d'usine d'implantation sur le sol américain. Vous en avez aussi qui assemblent sur le sol américain un modèle A, mais qui l'assemblent également dans d'autres pays. Ce modèle, il va probablement être rayé des modèles éligibles, puisqu'on ne sait pas forcément s'il vient du sol américain ou s'il vient d'un autre pays. Et en fait, c'est le Canada qui a calculé que cette mesure, les détails de cette mesure, revient finalement à imposer une taxe aux véhicules électriques européens d'à peu près 34%. Bon, ça s'appelle du protectionnisme, c'est une habitude américaine. On l'a vu sous Obama avec les pneus, on l'a vu sous Trump. Maintenant, il va falloir s'habituer au protectionnisme vert. Voilà, c'est le nouveau protectionnisme. C'est une bonne tradition avec les États-Unis. On se souvient des polémiques sur les aides versées à Boeing ou encore l'époque où il y avait eu des droits de douane considérablement rehaussés sur l'acier en provenance d'Europe. Et bien maintenant, c'est le véhicule électrique. Je comprends très très bien le courroux des Européens. Bon, alors j'espère que Jean-Marc Daniel, normalement le chantre de libéralisme, la libre concurrence, à s'émouvoir aussi de ce que font les Américains. Oui, ce qui se passe est tout à fait scandaleux et inquiétant. C'est-à-dire qu'on avait réussi à échapper au protectionnisme. La crise mondiale avait réussi à ne pas être amplifiée par le protectionnisme. Et on a cette montée en puissance du protectionnisme aux États-Unis. Alors, mes trois remarques du jour, il y a toujours trois remarques, donc mes trois remarques du jour sont les suivantes. La première... Il n'y en a que deux, comment vous faites pour trouver la troisième ? Comment ? Mais je prépare, je passe ma nuit à chercher la troisième. Et donc, la première remarque, c'est que la politique américaine n'est pas systématiquement protectionniste. En fait, le Parti républicain est protectionniste. Lincoln était protectionniste. C'était dans son programme électoral au moment où il a été élu. C'était plus important à l'époque que l'abolition de l'esclavage. Mais le Parti démocrate a toujours été pour le libre-échange. On a parlé d'Obama. En fait, quand vous regardez, que ce soit Kennedy, Clinton ou Obama, ils ont systématiquement défendu des politiques de libre-échange orientées vers l'Asie avec Obama. Kennedy, c'est le Kennedy Round. Ils étaient les négociations pour abattre les droits de douane issus de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est un parti qui est traditionnellement libre-échangiste. Or là, il est en train de perdre son âme pour des raisons qui sont des raisons électorales, pour essayer de récupérer l'électorat ouvrier qui est parti chez Trump. Et bien donc, ils font ce qu'on appelle en politique de la triangulation. Ils récupèrent le programme de leur adversaire pour essayer de garder l'électorat qui vote pour leur adversaire. La deuxième remarque que je ferai, c'est que effectivement, le protectionnisme qui est mis en place est un protectionnisme qu'en économie on appelle éducateur. C'est-à-dire il y a deux formes de protectionnisme. Il y a le protectionnisme qui consiste à conserver les industries telles qu'elles sont. Protecteur, en fait. Protecteur. Et puis il y a le protectionnisme qui consiste à essayer de permettre l'émergence de nouvelles industries en attendant qu'elles soient compétitives par rapport au marché mondial. Jusqu'à présent, le protectionnisme américain avait été assez nettement conservateur. C'est-à-dire, c'était sur l'acier, c'était sur Boeing, l'a rappelé Nicolas. Là, maintenant, c'est véritablement un protectionnisme éducateur. Là, on passe un cap. On passe un cap. C'est-à-dire, on change de nature du protectionnisme. C'est-à-dire qu'il y a toute une théorisation, là aussi, d'une partie
partie des économistes américains disant ce protectionnisme est légitime parce que ça nous permet de reconstituer nos marges de compétitivité. Est-ce que du coup en Europe, faut faire la même chose? Est-ce qu'il faut dire, pour une fois, on va pas quand même se faire avoir je pense que le protectionnisme est une erreur. Le seul problème, et c'est la troisième remarque, c'est qu'en Europe, tout le monde n'est pas d'accord. Jusqu'à présent, l'Europe était assez unanime à dire qu'il faut condamner le protectionnisme, mais je rappelle qu'il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, le président de la République française, dans une interview à la télévision, devant peu de monde, mais enfin devant la population normalement, a déclaré « Je suis protectionniste ». Je suis pour un protectionnisme, mais un protectionnisme européen. Alors à partir du moment Est-ce qu'il n'a pas raison compte tenu de ce que font les Américains? Ah non, il n'a pas raison. Mais si on ne fait rien, ça va être comme les panneaux photovoltaïques chinois qui ont envahi notre continent, on va se faire envahir par des voitures américaines. Oui, mais c'est pas grave pour vous. Non, c'est pas avec grave. le GNL américain. Et oui, quand je regarde la situation commerciale de l'Europe et la situation commerciale des États-Unis, je pense que pour l'instant, le commerce international libre et libre-échangiste est plutôt favorable à l'Europe qu'aux États-Unis. Vous avez raison, Jean-Marc. Mais qu'est-ce qu'on fait quand un continent comme les Américains décide sur une industrie comme celle de l'automobile électrique, qui est l'industrie automobile de demain, de faire du, je ne sais pas si c'est du protectionnisme, du dumping, de ne pas respecter les règles du marché? Qu'est-ce qu'on fait, nous? Eh bien, nous, écoutez... On va devant l'OMC, on engage une procédure sans fin. Devant l'OMC, 2, on fait de l'innovation, 3, on constate quand même que aussi la vitesse à laquelle les subventions en question sont grignotées par la hausse du dollar montre que ces mesures sont relativement vaines. C'est-à-dire que vous avez une partie d'illusion dans tout ça. C'est-à-dire que la valeur et le coût est totalement dépendant du taux de change. Donc on a des politiques qui sont plus complexes que le simple protectionnisme à l'ancienne. Un écart de 7 500 $ par véhicule, même si le dollar bouge un peu. Ah mais ça dépend de la productivité des gens. L'enjeu, encore une fois, c'est de préserver des emplois aux États-Unis. C'est-à-dire c'est une logique qui est une logique de sous-productivité. Est-ce qu'ils n'ont pas raison? Nous, quand on demande on n'aura plus d'industrie automobile, est-ce qu'on ne se dira pas finalement on aurait dû faire comme les Américains? Je ne sais pas. Il y a un côté quand même dans cette posture américaine qui me rappelle la formule du fameux Premier ministre britannique au milieu du 19e siècle, Lord Palmerston, qui disait « La Grande-Bretagne n'a pas d'amis ni d'ennemis permanents, elle n'a que des intérêts permanents ». Vous pouvez remplacer Grande-Bretagne par États-Unis. Il y a un peu aussi cet état d'esprit derrière. Est-ce que vous pensez, Nicolas, contrairement à Jean-Marc, que par exemple Emmanuel Macron a raison de dire qu'il faut être protectionniste dans certains cas? Non, enfin, le protectionnisme dans l'histoire n'est pas une bonne solution. Il ne s'agit pas d'être naïf et d'être complètement déconnecté de la réalité. Mais là, la loi anti-inflation qui a été votée à l'été dernier prévoit 370 milliards de dollars d'investissement dans différents domaines dans la voiture électrique. Il y a des domaines, il y a des éléments sur lesquels clairement on est en contradiction avec les règles de l'OMC qu'on a tous ratifiées. Donc là, il y a un problème sur ce point-là. Après, il y a l'idée d'avoir notre carrière de lithium sur le sol européen n'est pas forcément aberrante. L'idée d'avoir de la production de batteries électriques en Europe n'est pas forcément aberrante. Mais ça, c'est pas du protectionnisme, c'est de la politique industrielle. C'est quand même assez une ironie de l'histoire d'associer protectionnisme et lutte contre l'inflation. Parce que le protectionnisme, en général, ça fait monter les coûts. Ouais. Alors justement, on est au cœur de ces préoccupations. On va partir en Allemagne tout de suite, à Ludwigsburg, avec notre invité, puisque on va parler à la fois des revendications salariales des ouvriers allemands et justement de ces possibles délocalisations de l'industrie allemande vers les États-Unis à cause de ces plans de soutien massifs de Joe Biden. Ça, c'est un sujet aussi qui est lié au fait que l'Amérique est exportatrice nette d'énergie et que les coûts de l'énergie ne sont pas les mêmes sur le sol américain que sur le sol européen.